Regardez attentivement ce livre. Il s'appelle Influence et a été écrit par le psychologue de renommée mondiale Robert Cialdini. C'est aujourd'hui le livre numéro 1 au monde dans le domaine de la persuasion et de la psychologie. Robert Cialdini est le parrain de la persuasion et son livre est la Bible des personnes qui veulent influencer et persuader les autres. Dans cette vidéo, je vais résumer 4 principes clés du livre et expliquer comment vous pouvez les appliquer de manière éthique. Peu importe que vous deviez persuader un client, un partenaire commercial, votre patron ou vos parents, ces principes vous aideront. Vous apprendrez également à vous défendre lorsqu'ils sont appliqués contre vous de manière contraire à l'éthique. Et laissez-moi vous dire ceci. Ces principes sont simples mais très puissants. Ils fonctionnent sur tout le monde, indépendamment de la nationalité, du sexe ou de la religion. Lorsque ces principes sont appliqués, nous agissons presque comme un programme informatique et nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est comme si vous appuyez sur un bouton et que le programme commençait à fonctionner. Bon, assez pour l'introduction, passons au principe. Principe numéro 1, réciprocité. Si quelqu'un vous invite à déjeuner, vous vous sentez obligé de l'inviter la prochaine fois. Si quelqu'un vous aide, vous avez aussi envie de l'aider en retour. Si quelqu'un vous offre un cadeau pour votre anniversaire, vous avez envie de faire de même, n'est-ce pas? En termes simples, le principe de réciprocité nous dit de rendre l'appareil aux autres lorsqu'ils font quelque chose pour nous. Par exemple, au restaurant, lorsqu'une serveuse donne simplement un bonbon à la menthe avec l'addition, les gens laissent un pourboire de 3% supérieur à la normale. Les pourboires augmentent à 14% lorsque 2 bonbons sont donnés. Une augmentation assez significative, mais ce n'est pas tout. Les pourboires atteignent 20% lorsque la serveuse donne un bonbon, puis se retourne de manière inattendue en disant « Pour vous qui êtes gentil, voici un bonbon supplémentaire ». Les personnes qui ont reçu le bonbon supplémentaire et le compliment se sentent obligées de rendre l'appareil en donnant un pourboire plus élevé. La réciprocité est presque inscrite dans nos gènes et nous ne pouvons pas nous empêcher d'aider ou de rendre l'appareil si quelqu'un nous fait une faveur ou nous achète un cadeau. Même de minuscules faveurs ou cadeaux peuvent inciter l'autre partie à donner plusieurs fois plus. Par exemple, je fais parfois des courses avec ma fille de 3 ans et certains magasins offrent des ballons aux enfants dans l'entrée. J'ai remarqué que chaque fois que ma fille reçoit un ballon, j'ai envie de dépenser plus et de revenir dans ce magasin. Ce ballon n'a pas beaucoup de valeur, mais il compte quand même comme un cadeau. Et il a fait sourire ma fille et l'a excitée. Et devinez quoi? Si vous faites sourire ma fille, je ferai en sorte de rendre l'appareil au décuple. Si vous voulez appliquer le principe de réciprocité avec succès, vous devez inclure l'un de ces 3 éléments. Élément numéro 1, la faveur ou le cadeau que vous offrez doit être personnalisé en fonction de la personne. Laissez-moi vous poser la question suivante. Combien d'entre vous ont donné un stylo ou un cahier à leurs clients avec le nom de leur entreprise dessus? Je suis désolée, mais ce n'est pas le bon nom. Si vous recevez un stylo avec le nom d'une entreprise, ce stylo finira probablement avec d'autres stylos dans votre chambre ou dans votre poubelle. Mais imaginez maintenant que vous recevez un stylo avec votre nom. Ce stylo sera probablement toujours dans votre poche et chaque fois que vous l'utiliserez, vous vous souviendrez de la société ou de la personne qui vous l'a offert. J'ai un proche qui est dans sa dernière année de licence. C'est un excellent étudiant et il est presque admiré par tous ses professeurs. Il y a quelques jours, il a partagé une photo avec moi. C'était la photo d'un stylo sur lequel étaient gravés 2 noms. L'un était son nom, mais je ne pouvais pas reconnaître le second. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, il m'a dit qu'il avait bien réussi dans un de ses cours et que le professeur lui avait donné ce stylo. Le stylo avait son nom et celui du professeur écrit dessus. Il fallait voir à quel point il était heureux et fier. Il a traité ce stylo avec tant de soin qu'on aurait pu croire qu'il était en or. Je suis sûre qu'il utilisera toujours ce stylo et se souviendra de ce professeur. Vous pensez probablement qu'il n'est pas possible de personnaliser les cadeaux dans votre entreprise parce que vous avez des milliers de clients. Eh bien oui, il est difficile de le faire à grande échelle, mais vous avez probablement des clients VIP, non? Vous pouvez le faire avec eux. Par exemple,
les compagnies aériennes ont des clients de première classe, les restaurants ont des visiteurs fidèles, les hôtels ont des clients qui restent toujours dans les suites les plus chères. Votre entreprise a également des clients VIP, et leur nombre n'est probablement pas si élevé. Faites-le donc avec eux, d'autant plus que leur nombre n'est pas très élevé et qu'ils vous rapportent le plus gros bénéfice. L'élément numéro 2 est que le cadeau ou la faveur que vous faites doit être inattendu. Par exemple, l'expérience de la menthe avec les serveuses dont j'ai parlé au début comporte des éléments d'inattendus. Les gens ne s'attendaient pas à ce que la serveuse revienne et donne une menthe de plus. Enfin, le troisième élément est que le cadeau doit être significatif pour la personne. Disons que vous avez un client qui paie toujours ses factures en avance. La prochaine fois que vous lui enverrez une facture, essayez d'y joindre une sorte de petit cadeau qu'il pourrait trouver significatif. Par exemple, si cette personne est un amateur d'art, un cadeau sous forme d'œuvre d'art serait parfait. La réciprocité est l'un des principes qui m'a énormément aidé à développer mon activité. Voici comment. Quelle que soit la nature de votre activité ou de votre emploi, nous avons tous besoin de l'aide de personnes qui ont plus de succès que nous. Il n'est pas facile de persuader quelqu'un qui se trouve à un niveau bien supérieur au vôtre de vous aider. Et vous savez ce que font la plupart des gens lorsqu'ils demandent de l'aide à de telles personnes? Ils se disent « Voici la liste des 10 personnes qui peuvent m'aider, je vais aller demander à chacune d'entre elles et probablement que l'une d'entre elles aura la gentillesse de m'aider. » Malheureusement, la plupart du temps, cela ne fonctionne pas. Surtout si la personne a une position plus élevée, un revenu plus élevé, une meilleure réputation ou un plus grand nombre d'abonnés. Quelle est donc la bonne façon de demander de l'aide? Eh bien, la bonne façon est d'appliquer le principe de réciprocité et de voir comment vous pouvez l'aider en premier. Si vous pouvez les aider en premier lieu, ils essaieront en retour de vous aider également. Ainsi, vous ne devez pas regarder un groupe de personnes en vous disant « Laquelle de ces 10 personnes peut m'aider ?» Vous devriez plutôt vous dire « À laquelle de ces 10 personnes puis-je apporter mon aide pour qu'en retour elles soient heureuses de m'aider ?» Vous devriez passer la plupart de votre temps à essayer d'identifier comment vous pouvez aider la personne dont vous avez besoin. En d'autres termes, si vous pouvez identifier les problèmes et proposer une solution, vous avez de grandes chances d'obtenir leur aide. Chaque jour, je reçois au moins 5 courriels qui me demandent de les aider pour ceci ou cela. Je vois rarement quelqu'un qui vient me proposer son aide en premier. Par exemple, la chaîne que vous regardez en ce moment existe en plus de 8 langues différentes et j'ai utilisé le principe de réciprocité lors du lancement de chacune d'entre elles. Chaque fois que j'ai voulu lancer une nouvelle chaîne, j'ai toujours commencé par trouver une chaîne que je pouvais aider d'une manière ou d'une autre et qui, en retour, serait heureuse de m'aider à promouvoir ma nouvelle chaîne. C'est ainsi que j'ai lancé toutes mes chaînes. Si vous essayez d'appliquer cette technique, gardez une chose en tête. N'essayez jamais d'inciter les gens à vous aider, c'est-à-dire ne proposez pas d'aide ou n'achetez pas de cadeaux dans le but de les inciter à vous aider. J'ai vu des gens me faire ça et honnêtement, on peut s'en rendre compte. L'objectif est d'essayer sincèrement d'aider quelqu'un qui, en retour, sera heureux de vous aider parce que vous lui avez montré de l'intérêt ou l'avez aidé en premier. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait. Il y aura toujours des gens qui vous offriront des faveurs ou des cadeaux pour que vous fassiez quelque chose pour eux. Essayez de dire non à ce genre de faveurs. Vous devez faire la distinction entre les personnes qui essaient sincèrement de vous aider et celles qui essaient simplement de vous inciter à faire quelque chose pour elles. Vous êtes socialement obligé de rendre une véritable faveur par une autre faveur. Vous n'êtes pas obligé de rendre une ruse par une faveur. Par exemple, dans les négociations, lorsqu'une partie fait un compromis, cela est considéré presque comme une faveur. Le compromis d'une partie incite généralement l'autre partie à faire son propre compromis. C'est une autre forme de réciprocité. C'est pourquoi les négociateurs avisés commencent souvent par des demandes extrêmes. Lorsqu'ils font un compromis à partir de cette position de départ, l'autre partie se sent souvent obligée de faire son propre compromis. La stratégie consiste donc à faire d'abord une demande importante, puis à se replier sur une demande plus modeste, et cette dernière est généralement ce qu'il voulait vraiment au départ. L'auteur appelle cela la stratégie « demander puis se retirer ». Si vous êtes en train de négocier et que quelqu'un fait une demande énorme, puis se retire lentement, j'espère que vous savez déjà ce qui se passe ici.
Avant de passer au deuxième principe, j'aimerais vous donner une autre astuce concernant le principe de réciprocité. Cela vous est probablement arrivé souvent. Vous aidez quelqu'un pour quelque chose et ensuite il vous remercie et vous répondez en disant quelque chose comme « Pas de problème, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose. » Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi gaspillez-vous vos faveurs? En fait, vous avez fait quelque chose de plus, vous avez fait un détour, vous avez dépensé votre temps ou votre argent, alors pourquoi le gaspillez-vous? En faisant une faveur, vous activez le principe de réciprocité, de sorte qu'à l'avenir, cette personne sera prête à vous rendre l'appareil. Mais lorsque vous dévalorisez votre faveur, vous désactivez le principe de réciprocité et la personne ne se sent pas obligée de vous aider à l'avenir. Alors, que devez-vous faire la prochaine fois que quelqu'un vous remercie pour quelque chose? Eh bien, remerciez simplement la personne en lui disant « Si les rôles étaient inversés, je suis sûre que vous feriez la même chose pour moi. » ou « C'est ce que font les amis ou les collègues les uns pour les autres. » Une telle réponse garde la faveur active dans son esprit et la prochaine fois que l'occasion se présentera, la personne s'assurera de vous rendre votre faveur. Principe numéro 2. Aimer. Ce principe signifie simplement que nous sommes beaucoup plus susceptibles de dire oui à une demande émanant d'une personne que nous apprécions. Ou bien nous sommes beaucoup plus susceptibles d'acheter quelque chose à une personne qui nous plaît. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne en apprécie une autre? Il s'avère que 3 facteurs importants entrent en jeu. 1. Nous aimons les personnes qui nous ressemblent. 2. Nous aimons les personnes qui nous font des compliments. 3. Et nous aimons les personnes qui coopèrent avec nous. Commençons par la similarité. Nous aimons les personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes loisirs, les mêmes goûts musicaux, le même caractère, etc. Par exemple, dans une expérience de négociation, des chercheurs ont demandé à 2 groupes de personnes de négocier et de conclure un accord. Dans le premier groupe, on a dit aux gens que le temps c'est de l'argent. Alors, commencez la négociation immédiatement. Cependant, dans le second groupe, avant la négociation, on leur a demandé de passer un peu de temps ensemble et d'identifier les similitudes qu'ils ont en commun. Dans le premier groupe, 55% des personnes sont parvenues à un accord. Cependant, dans le second groupe, où les personnes ont passé du temps à identifier les similitudes, le taux de réussite pour parvenir à un accord était de 90%. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances? Si vous rencontrez pour la première fois un partenaire commercial important, essayez de trouver des similitudes réelles entre vous et d'en parler. Et s'il y a des domaines dans lesquels vous pouvez faire un véritable compliment, faites-le. Ceci m'amène à la deuxième raison qui fait que nous nous apprécions les uns les autres, à savoir les compliments. Nous, les humains, adorons les compliments, à tel point que nous ne faisons pas la différence entre les vrais et les faux compliments. Les compliments n'ont pas besoin d'être authentiques ou précis pour que nous en soyons affectés. Nous recevons un compliment et nous fondons sur place. Les recherches montrent que les faux compliments ont presque le même effet positif sur nous que les vrais compliments. Par exemple, je ne suis pas une personne orientée vers les détails. Je suis douée pour avoir une vue d'ensemble et créer une vision, mais je suis assez mauvaise quand il s'agit de détails et j'en suis consciente. Mais une fois, j'ai remarqué un petit détail dans notre projet que tout le monde avait manqué et je l'ai signalé à mes collègues de travail. L'un d'eux m'a complimenté et m'a dit « C'est formidable d'avoir une personne aussi soucieuse du détail dans notre équipe. » Je savais que je n'avais pas le sens du détail, mais ce compliment m'a quand même fait du bien et m'a fait l'apprécier davantage. Encore aujourd'hui, je me souviens de ce collègue et du moment où il m'a complimenté. Bien sûr, il n'essayait pas de me manipuler avec des compliments. Il pensait vraiment que j'étais bonne dans ce domaine, mais je savais que ce n'était pas le cas. C'est une faiblesse humaine et certaines personnes en abusent et vous font de faux compliments pour que vous les aimiez. Et une fois que vous les appréciez, vous êtes beaucoup plus susceptible de dire oui à leurs futures demandes. Soyez donc conscient de cette faiblesse et si vous vous surprenez à apprécier un vendeur après 1 heure de réunion, comprenez ce qui se passe et ne laissez pas cela influencer votre décision. Et si vous souhaitez l'appliquer aux autres, faites-le sincèrement. Faites des recherches sur Internet, trouvez de véritables similitudes et de véritables compliments et évoquez-les au cours de la conversation.
Par exemple, pour les similitudes, vous pouvez dire « J'ai remarqué que tu aimes jouer au football. J'y joue aussi. À quelle fréquence joues-tu » Et dans le cas des compliments, si vous remarquez que la personne répond toujours rapidement à ses emails, vous pouvez la complimenter sur ce point. De cette façon, non seulement la personne vous appréciera, mais vous l'apprécierez également. L'auteur dit que vous qui aimez la personne est plus important que la personne qui vous aime. Pourquoi ? Eh bien, pensez-y. Oui, vous aimez faire des affaires avec cette personne que vous appréciez. C'est évident, mais lorsque vous savez que la personne vous aime aussi, vous lui faites beaucoup plus confiance car vous savez qu'elle est prête à se battre pour vos intérêts et à faire un pas de plus pour vous. Principe numéro 3, engagement et cohérence. Cela signifie que nous voulons généralement être cohérents avec ce que nous avons fait et dit dans le passé. Malheureusement, cette tendance humaine peut nous conduire sur la voie d'une cohérence insensée. Par exemple, vous avez probablement soutenu une idée ou une opinion simplement parce que vous l'aviez soutenue dans le passé. Même si vous n'y croyez plus, vous continuez à la défendre parce que vous ne voulez pas paraître incohérent. Nous détestons être incohérents. Pensez à ce que vous ressentez à l'égard d'un ami qui ne tient jamais ses promesses ou qui ne fait jamais ce qu'il a promis de faire. Vous n'avez probablement pas envie de faire quoi que ce soit avec lui, n'est-ce pas ? Une fois que nous nous engageons dans quelque chose, nous, les humains, voulons voir de la cohérence chez nous et chez les autres. Par exemple, imaginez que vous traînez avec des amis et que l'un d'entre eux déclare publiquement qu'il aime beaucoup votre fiabilité et votre capacité à garder des secrets. Tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, même si vous n'êtes pas très doué pour garder des secrets, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour apparaître comme une personne capable de garder des secrets, car vous ne voulez pas perdre ce statut et paraître incohérent. Par exemple, une étude a révélé que si les gens acceptaient de mettre un petit autocollant « Conduisez prudemment » sur la fenêtre de leur maison, 2 semaines plus tard, ils étaient 4 fois plus susceptibles d'accepter de mettre un grand panneau avec le même message sur leur pelouse. En acceptant la petite demande, ils se sentaient obligés d'accepter la demande beaucoup plus importante. L'engagement est particulièrement puissant s'il est fait publiquement, volontairement, activement. C'est-à-dire que la personne le dit à haute voix ou par écrit. Et enfin, si l'engagement exige un certain effort de la part de la personne. Je suis sûre qu'à ce stade, vous vous demandez comment vous pouvez appliquer toutes ces connaissances dans la vie réelle. Voici donc quelques exemples et conseils. Disons que vous présentez une idée très importante à votre patron ou à vos collègues et que, pendant la présentation, ils acquiescent de la tête, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils s'engagent réellement ou non. Évidemment, vous ne pouvez pas dire à votre patron « Hé, vous promettez que vous allez vraiment le faire ?» Mais ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer un email résumant tout ce dont vous avez discuté et lui demander de confirmer si ce que vous avez résumé reflète ce que vous avez convenu lors de la réunion. S'il répond, cet email de confirmation constitue un engagement de sa part. Le plus intéressant, c'est que cela se fait publiquement devant d'autres personnes. Un autre exemple. Si vous avez un objectif, le fait de l'annoncer publiquement aux autres peut vous inciter à le respecter. Pour rendre l'engagement envers cet objectif encore plus fort, vous pouvez préparer un calendrier, l'afficher sur un mur et mettre une croix chaque jour où vous vous en tenez à votre objectif. Par exemple, si vous voulez faire de l'exercice ou suivre un régime pendant 30 jours, un tel calendrier ou un tableau sur un mur peut s'avérer très efficace parce que 1. D'une certaine manière, c'est fait publiquement, au moins les membres de la famille le voient. 2. Il nécessite un certain effort de votre part pour préparer le tableau. 3. Il est écrit. Et enfin 4. Il a été fait volontairement par vous. Un tel tableau active en fait les 4 éléments de l'engagement et du principe de cohérence que je viens de mentionner dans cette vidéo. Une fois que vous aurez commencé à mettre quelques croix, vous ne voudrez pas avoir de case vide à cet endroit. Vous voudrez être cohérent. Chaque croix que vous ferez sera un engagement envers vous-même. Chaque croix sera un engagement envers le type de personne que vous voulez devenir. Pour qu'un engagement soit efficace, vous devez commencer petit et le développer. Par exemple, si votre objectif est de commencer à lire 1 heure par jour tous les jours, vous ne devez pas commencer par lire 1 heure par jour. Vous devez commencer par 1 minute par jour. Il n'y a aucun problème si vous passez les 30 premiers jours à ne lire qu'1 minute, car au début,
Ce n'est pas le nombre de pages lues qui compte, mais l'engagement. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle pour vous expliquer pourquoi vous devez commencer petit ou rendre la première étape très facile si vous voulez que quelqu'un s'engage à vous aider. Lorsque j'étais à l'université, je voulais faire des recherches sur un sujet pour ma thèse et je cherchais un professeur pour me superviser. J'ai donc préparé un courriel très agréable et détaillé, décrivant chaque aspect de la recherche et ajoutant autant d'informations que possible. J'ai passé presque 3 jours à préparer l'email et je l'ai envoyé à plusieurs professeurs. Une semaine s'est écoulée sans réponse, 2 semaines plus tard, toujours pas de réponse, 1 mois plus tard, toujours rien. Je me suis découragée et j'ai cessé de m'intéresser à la recherche pendant presque 4 mois. Mais un jour, j'ai lu ce livre et j'ai réalisé ce que j'avais fait de mal avec mon courriel. En regardant à nouveau mon courrier électronique, j'ai réalisé que pour répondre à ce courrier, le professeur devrait passer au moins 20 minutes à le lire, analyser et rédiger le courrier de réponse. Vous savez probablement que la plupart des professeurs sont occupés, et si vous l'êtes aussi, vous savez bien que lorsque vous voyez une tâche qui demande beaucoup d'attention et de temps, vous vous dites « je m'en occuperai plus tard ». Et c'est probablement ce qui est arrivé à mon courriel. Ils ont dit « je m'en occuperai plus tard », et ce plus tard n'est jamais venu. Mon courriel a été enterré quelque part dans leur boîte de réception. J'ai donc décidé d'envoyer un autre courriel, mais cette fois, j'ai tout décrit en 2 phrases et j'ai posé une simple question « oui » ou « non ». Cette fois, j'ai obtenu une réponse de la majorité d'entre eux car répondre par « oui » ou « non » à un courriel ne prend que quelques secondes. Et surtout, en répondant, ils s'engageaient à répondre à mes futurs emails. Après tout, si vous dites « oui » à quelqu'un, vous vous sentez obligé de répondre à sa 2e ou 3e demande, même si cela prend 30 minutes, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avant d'expliquer comment vous pouvez vous défendre contre les personnes qui utilisent les tactiques d'engagement à des fins malveillantes, je voudrais vous donner un dernier exemple montrant comment un directeur de restaurant l'a utilisé avec succès. Si vous comprenez un peu le monde de la restauration, vous savez que, souvent, les personnes qui réservent ne viennent pas, ce qui est assez mauvais pour le restaurant, car vous réservez la table, achetez les ingrédients en fonction du nombre de réservations, et si elles ne viennent pas, vous perdez beaucoup d'argent en tant que restaurateur. Le gérant d'un restaurant a donc décidé d'utiliser le principe d'engagement pour réduire le nombre d'annulations. Normalement, lorsque les gens appellent pour réserver, le réceptionniste leur dit « Si vous décidez d'annuler ou de modifier votre réservation, veuillez nous appeler ». Et comme vous l'avez deviné, la majorité d'entre eux ne se présentent pas et n'appellent pas non plus. Ce manager a demandé à la réceptionniste de poser la question un peu différemment. Au lieu de dire « Si vous décidez d'annuler ou de modifier votre réservation, veuillez nous appeler », elle a dit « Si vous décidez d'annuler ou de modifier votre réservation, pourriez-vous nous appeler ?» Comme vous pouvez le constater, la différence est minime. Au lieu de dire « Veuillez nous appeler », elle a dit « Pourriez-vous nous appeler ?» Même si la différence est minime, le nombre de personnes qui se sont présentées a augmenté de façon spectaculaire parce que lorsque la réceptionniste a demandé « Pourriez-vous nous appeler ?» la personne qui appelle y réfléchit et s'engage consciemment. Une fois qu'elle a dit oui, elle s'est sentie engagée et c'est pourquoi la majorité d'entre elles sont venues ou ont appelé pour annuler. Le principe d'engagement est souvent utilisé par les vendeurs et d'autres personnes pour vous inciter à faire quelque chose. Par exemple, un vendeur offre un avantage pour que la personne prenne une décision d'achat, puis l'avantage d'achat est supprimé, mais la personne a pris la décision et veut rester cohérente. Pour reconnaître ces situations de manipulation, nous devons écouter les signaux provenant de 2 endroits en nous, notre estomac et notre cœur. Les signes de l'estomac apparaissent lorsque nous réalisons que l'on nous pousse à accepter une demande dont nous ne voulons pas. Le signe du cœur est très fiable lorsqu'il n'est pas clair pour nous qu'un engagement initial était correct ou non. Dans ce cas, nous devons nous poser une question cruciale. Sachant ce que je sais maintenant, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je prendrais le même engagement ? Si la réponse est non, il est préférable de s'en aller. Principe numéro 4. Preuve sociale. Selon ce principe, nous décidons de ce qui est correct en fonction de ce que d'autres personnes pensent être correct. Si beaucoup d'autres personnes font quelque chose, alors ça doit être correct. Par exemple, lorsque vous achetez un livre ou un autre produit, vous consultez probablement les critiques, n'est-ce pas ?
C'est l'exemple le plus simple de preuve sociale. Ce principe est particulièrement puissant dans deux conditions. Premièrement, lorsque nous sommes incertains. Par exemple, si vous voyez un groupe de personnes courir vers vous, pour une raison ou une autre, vous allez probablement les rejoindre au lieu de continuer à marcher dans cette direction, n'est-ce pas? Deuxièmement, oui, nous copions les autres, mais nous ne copions pas n'importe quel groupe de personnes au hasard. Nous copions les personnes qui nous ressemblent ou qui sont dans des situations similaires aux nôtres. Gardez donc ces deux mots-clés à l'esprit: incertitude et similarité. Vous verrez bientôt combien ils sont puissants et comment ils peuvent vous aider à gagner des milliers de dollars supplémentaires dans votre entreprise en changeant simplement quelques mots. Par exemple, le gouvernement britannique essayait d'inciter les contribuables délinquants à payer leurs impôts à temps. Il a d'abord envoyé une lettre en les menaçant de certaines sanctions. Cela a produit 67% de conformité. Ensuite, ils ont ajouté une petite phrase à la lettre qui disait « La grande majorité des citoyens britanniques paient leurs impôts à temps, veuillez faire de même ». Cette fois, le taux de conformité est passé à 74%. C'est une bonne augmentation, mais nous n'avons pas encore terminé. Voici la partie la plus intéressante. Ils ont apporté un autre petit changement à la phrase précédente. Cette fois-ci, la lettre disait « La grande majorité des citoyens britanniques de votre ville paient leurs impôts à temps. Merci de le faire. » Le taux de conformité est immédiatement passé à 83%. En changeant simplement quelques phrases, le gouvernement britannique a gagné des milliards de livres. Pas mal, non? Je vous expliquerai bientôt ce que cette expérience signifie pour vous et comment vous pouvez l'appliquer à votre entreprise et à votre vie, mais laissez-moi d'abord vous parler d'une autre expérience, car elle montre à quel point le principe de la preuve sociale est puissant, même au-delà des frontières. Un restaurant chinois à Pékin a mis des astérisques à côté de certains plats sur le menu qui disaient « Ce sont nos plats les plus populaires ». Et devinez quoi? Ces plats ont été commandés 13 à 20% plus souvent. Vous avez probablement vu des restaurants qui disent des choses comme « choix du chef », mais nous savons tous ce que cela signifie, non? Cela signifie que ce sont probablement les restes de la veille. Mais d'un autre côté, lorsque nous savons que la plupart des personnes qui fréquentent ce restaurant choisissent certains plats, nous pensons que c'est le bon choix à faire. Lorsque nous allons au restaurant, la plupart d'entre nous ne savent pas quoi choisir dans le menu. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque nous sommes incertains, nous regardons ce que d'autres ont fait dans des situations similaires à la nôtre. Maintenant, comment pouvez-vous appliquer ces connaissances à votre entreprise ou à votre travail? Si vous ou votre entreprise vendez quelque chose, cela signifie que vous avez déjà un produit, un service ou un mode de paiement qui est choisi la plupart du temps par vos clients. La prochaine fois que vous aurez un nouveau client, mentionnez simplement ce fait. Par exemple, la majorité des étudiants de première année nous achètent cet ordinateur. La majorité des propriétaires de petites entreprises comme vous choisissent ce plan de paiement, ou la majorité de nos nouveaux clients choisissent ce produit financier. Lorsque les gens prennent une décision, ils veulent savoir ce qu'ont fait les autres qui étaient dans une situation similaire. Et en mentionnant simplement ce qui est déjà vrai, existant ou se produit, vous leur donnez une ligne directrice à suivre. Vous ne les trompez pas, vous ne les induisez pas en erreur, vous énoncez simplement ce qui est vrai. Si la plupart de vos nouveaux clients choisissent un produit particulier lorsqu'ils débutent, et qu'au fil des ans, vous avez constaté qu'ils sont satisfaits de ce choix, il n'y a rien de contraire à l'éthique à le mentionner à vos nouveaux clients. Je voudrais dire quelques mots sur la façon de se protéger de ce principe, car il peut parfois vous nuire réellement. Par exemple, de nombreux accidents de la route se produisent parce que quelques conducteurs à l'avant commencent à changer de fil et que le reste des conducteurs derrière eux commencent à faire de même. Ils pensent que si les autres le font, cela ne devrait pas poser de problème. Parfois, même un grand groupe de personnes peut faire des choses insensées. Ce phénomène a même un nom spécial appelé « ignorance pluraliste ». C'est pourquoi, avant de suivre la foule, demandez-vous si cela a vraiment du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas, même si beaucoup le font. Les foules peuvent également ne pas agir de certaines manières qui n'ont pas de sens. Par exemple, vous voyez parfois quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, mais personne ne s'approche en pensant que quelqu'un d'autre le fera. Tout le monde pense que quelqu'un d'autre va le faire et personne ne fait réellement quelque chose. C'est pourquoi, si vous avez une situation d'urgence dans la rue, ne vous adressez pas à la foule en criant « Aidez-moi »
ou appelez la police. Identifiez une personne et faites une demande. Par exemple, « Toi, en t-shirt rouge, appelle la police. Toi, en bonnet blanc, appelle l'ambulance, etc. » Le même principe s'applique lorsque vous envoyez un email à un groupe de personnes pour une demande. N'envoyez pas un courriel à toutes les personnes de l'entreprise ou du département en disant « Bonjour tout le monde, est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider avec mon projet ?» Vous n'obtiendrez probablement pas de réponse car tout le monde pensera que quelqu'un d'autre s'en chargera. Identifiez la personne qui convient le mieux et faites votre demande. À la fin, je voudrais appliquer le principe de la preuve sociale pour vous convaincre de regarder une autre vidéo de ma chaîne. Après tout, mes vidéos sont mes produits et je dois d'une manière ou d'une autre vous les vendre, n'est-ce pas? Voici donc comment je vais m'y prendre. Je dirais, dans quelques secondes, vous verrez une nouvelle vidéo sur votre écran. Cette vidéo a 800 000 vues et c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. C'est le résumé d'un livre appelé « Les secrets d'un esprit millionnaire mind » par Harvey Kerr. Ce n'est pas seulement ma vidéo la plus vue, c'est aussi la vidéo la plus vue sur YouTube sur ce livre en langue espagnole. D'autres chaînes l'ont également résumé, mais elles ont au moins 6 fois moins de vues en comparaison. Je sais que j'ai eu l'air un peu arrogante avec cet exemple, mais je n'essayais pas d'exagérer les choses, je vous ai simplement exposé les faits, ce qui est l'essence même de l'application du principe de la preuve sociale de manière éthique. Vous n'inventez pas quelque chose de faux, vous faites simplement remonter les faits à la surface pour aider vos clients à faire un choix. Merci d'avoir regardé et à très bientôt!